Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Nicolas de Villiers. Bonjour Nicolas de Villiers, vous êtes président du Grand Parc du Puy du Fou. Réouverture enfin du Puy du Fou après le Covid qui vous a, comme tout ce qui a été loisir a été frappé. Vous avez réouvert il y a peu de temps. Racontez-nous un petit peu donc ce Puy du Fou qui, alors on s'est parlé avant, je dois le dire, où j'ai découvert un univers que je n'imaginais pas autour de ce Puy du Fou. Alors racontez-nous ce qu'est le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est un parc, mais à la française, c'est-à-dire que le principe du parc, c'est que vous entrez avec un seul billet dans un univers immense de plusieurs dizaines d'hectares, en fait 150 hectares, au cœur de la verdure, dans une forêt centenaire, et vous allez de spectacle en spectacle, voyager dans le temps, voyager dans l'histoire, en fait, dans l'histoire de France. Chaque spectacle étant conçu comme une romance historique, inspirée d'une époque, d'un personnage, et donc ce sont des spectacles qui sont de format familial, on pourrait dire, puisque c'est des spectacles qui durent entre 20 et 30 minutes chacun. Donc vous pouvez venir avec des jeunes enfants au Puy du Fou, oui, comme vous pouvez venir aussi avec la génération de vos grands-parents, parce que toutes les générations se retrouvent et vivent des grandes émotions au Puy du Fou. Et ils retrouvent chacun, effectivement, vous me disiez, à partir de 3 ans, on peut venir avec des enfants en famille. Exactement. Et incroyable succès du Puy du Fou depuis maintenant 45 ans, puisque le Puy du Fou est né il y a 45 ans. C'est un succès énorme, c'est vrai, qui finalement nous dépasse un peu, parce que nous sommes d'abord des artistes, des poètes qui avons imaginé des spectacles comme des fictions historiques, et finalement ce succès, eh bien, il nous emporte vers les cimes et il nous permet de créer davantage. C'est un succès, je pense, qui est lié à ce que le Puy du Fou répond à un besoin de l'époque, c'est-à-dire le besoin de retrouver ses racines, mais d'une façon qui corresponde à l'œil du 21e siècle, et donc d'une façon extrêmement moderne, dans un langage artistique qui est peut-être nouveau, qui n'existait pas auparavant, et que nous avons inventé, peut-être un peu sans le faire exprès, mais qui connaît ce succès parce qu'il rencontre son public. Avec une technologie assez incroyable, avec une technique aussi assez époustouflante, et qui n'a rien à voir, on ne va pas citer vos concurrents, mais avec certains parcs qui font maintenant un petit peu carton-pâte, c'est-à-dire un petit peu carton-pâte et qui sont démodés. Vous avez évolué dans l'autre sens. Je vous ai dit, quand on a discuté, pour moi, ça restait un peu la cinécénie, enfin c'est comme ça qu'on dit, oui, le spectacle de nuit qu'avait lancé, c'est votre père, hein, Philippe de Villiers, qui avait lancé ce parc. Et en fait, il y a une évolution vers plus de technologie, plus d'expertise, qui est assez étonnant et dont on parle peut-être pas assez. C'est vrai que nous avons le goût de la technologie lorsqu'elle est au service d'une mise en scène et d'une histoire. Et donc tous nos décors sont authentiques, tout ce que vous voyez au Puy du Fou, des arbres bien sûr naturels jusqu'au décor et jusqu'aux architectures, tout est vrai et authentique dans les matériaux, etc. Lorsque vous êtes en scène avec des chevaux, ce sont des vrais chevaux, vous voyez, ce ne sont pas des pluches. Et c'est là où nous ne sommes pas du tout un parc d'attractions, nous sommes un Puy du Fou, c'est-à-dire un concept nouveau, un nouveau modèle artistique qui, c'est vrai, utilise beaucoup, vous le disiez, la technologie, parce que la technologie, elle nous permet dans notre époque de faire des choses extraordinaires. On utilise par exemple des drones, on utilise beaucoup d'ingénieurs du monde de l'automobile, de l'aéronautique, pour nous aider à concevoir, par exemple, notre dernier spectacle cette année, qui est le Signe du Triomphe, dans lequel, dans une arène romaine, se déploie une galère qui se métamorphose à vue et qui fait 40 mètres de long. Donc là, on a utilisé des technologies gigantesques et industrielles pour ça, mais qui sont toujours au service de l'histoire. On a un auditeur qui nous dit, mais comment fait-on un spectacle de pro de façon artisanale? Le miracle, c'est le bénévole. Mais pas du tout, Stéphane. Il faut aller, je crois, au Puy du Fou pour voir. C'est plus artisanal. Ce qu'on a pu avoir comme image. C'est-à-dire, enfin, ça dépend. Moi, je trouve que le mot artisanal est très beau et très noble à partir du moment où c'est l'idée qu'on crée un prototype et une œuvre d'art. Et c'est vrai qu'au Puy du Fou, chaque spectacle est une œuvre d'art en soi, c'est une œuvre vivante. Mais bien sûr, nous avons cherché à conquérir le monde en étant au niveau des plus grands spectacles mondiaux et même au-delà. L'objectif, c'est vraiment d'offrir le meilleur à un public qui vient de toute la France, qui vient aussi de l'étranger et qui doit venir au Puy du Fou comme on vient découvrir quelque chose qu'on doit avoir vu dans sa vie. Donc il faut que les spectacles soient d'un niveau mondial, et pour ça nous utilisons tous les moyens que nous avons à notre disposition, et avec aussi une ambition artistique qui est très forte. C'est pour ça que nous investissons lourdement dans tous nos spectacles, pour que nous soyons en concurrence avec les meilleurs du monde. Je crois qu'il faut expliquer la démesure presque, je crois que ce mot n'est pas trop fort, de ce que représente le Puy du Fou. 250 chevaux, des faucons, combien vous m'avez dit à un moment? 700 rapaces, effectivement.
mais on a autour des animaux qui sont effectivement nos héros et nos athlètes de spectacle, nous avons 2500 personnes qui travaillent au Puy du Fou aujourd'hui, et il est vrai que nous avons gardé cette singularité d'une maison mère qui est une association bénévole dans laquelle nous sommes 4300 bénévoles, mais cette association, eh bien, elle a des filles en quelque sorte, pour faire simple, qui sont des sociétés normales et qui permettent de faire vivre 2500 personnes en France. On a 700 personnes qui travaillent également en Espagne, enfin, vous voyez, un peu partout dans le monde. Donc nous avons développé un modèle qui en plus est suffisamment universel pour être international. Ah oui, parce que vous avez ouvert un parc à Tolède aussi, avec évidemment pour le coup l'histoire de l'Espagne qui est très riche. On a une auditrice qui nous dit bonjour, j'ai visité il y a quelques années, je ne sais plus si le site de la Chaboterie était en construction. Nous avons adoré. Si un jour nous avons la chance d'y retourner, j'y amènerai ma petite fille qui est un peu jeune encore. Alors le site de la Chaboterie, madame l'auditrice, c'est un site qui n'a rien à voir avec le Puy du Fou, qui est un site à quelques kilomètres de là, qui est un château réel qui existe vraiment et qui a été construit il y a bien longtemps, puisque c'est un site qui date du 15e siècle, je crois. Donc, mais cela dit, au Puy du Fou, vous voyez, eh bien, on confond finalement l'histoire et la légende. Il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail, disait Victor Hugo. Et en fait, on confond parce que on a fait des architectures si authentiques dans leur esthétique qu'on finit par eh bien s'y perdre et on ne sait plus très bien ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais c'est ça la force de la légende que nous mettons en scène. Vous répondez à ma question. Il y a un livre qui sort qui s'appelle Le Puy du Faux, où on vous reproche des arrangements avec l'histoire, de voir cette histoire d'une façon biaisée. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs est-ce qu'on doit être dans l'exactitude historique? Est-ce que vous faites passer un message? Non, d'abord, le Puy du Fou n'est pas un parc historique. Le Puy du Fou, c'est le parc du légendaire français. Et la légende, elle est forcément fictionnée, comme on dit au cinéma. Ensuite, effectivement, c'est un livre qui est sorti récemment, qui a été écrit par des gens qui revendiquent d'être des historiens. Nous sommes des artistes, ça n'est pas le même métier. Nous ne jouons pas sur le même terrain de sport. Et demander à un historien de commenter le travail d'un artiste, c'est demander à un croque-mort de commenter une naissance, si vous voulez, si on peut prendre cette image. Donc, je crois que c'est intéressant, mais ça n'est pas forcément pertinent de juger le Puy du Fou avec l'œil de l'historien. Il faut d'abord considérer que c'est un loisir qui permet à des familles de se retrouver, de vivre, comme je l'ai dit, avec toutes les générations, des émotions très fortes, qui en fait puisent dans l'imaginaire collectif que nous avons tous en tête, eh bien, ces images d'Épinal que nous mettons en scène et qui font la force du Puy du Fou et de nos spectacles. On y vient en famille, c'est un parc sur lequel on peut loger. Comment c'est organisé? On y vient 2 jours. Vous avez raison de me poser la question, parce qu'il faut comprendre que le Puy du Fou, pour voir tous ces spectacles, il faut venir 2 jours. On va même voir des spectacles de nuit, dont la Ciné Scénique est le premier spectacle originel qui joue 28 dates seulement dans l'année de juin à septembre. Mais on voit aussi les Noces de Feu le soir, mais on voit tous nos spectacles tout au long de la journée. 2 jours, et grâce à nos hôtels, on peut permettre à nos visiteurs de voyager dans le temps sans interrompre ce rêve, puisque nos hôtels sont entièrement thématisés. Et c'est ça la force finalement de ce voyage, c'est que partout on pose le regard au Puy du Fou, tout doit être beau et tout doit nous inviter en permanence à ce rêve éveillé et à ce voyage dans le temps. Alors depuis que vous avez repris les rênes du parc, vous avez aussi décidé d'innover et de développer, alors on l'a dit, ouvert un parc en Espagne, il y a plusieurs projets qui sont en cours, et puis vous êtes passé, j'ai envie de dire, à l'étape supérieure en devenant producteur, c'est-à-dire que ce goût de l'histoire, ce goût de l'artistique vous a poussé à développer ce concept de manière différente. Vous savez, nous, notre métier, c'est de raconter des histoires inspirées de la grande histoire, l'histoire avec un grand H, mais sur les scènes, et on va continuer à le faire de plus belle dans les années qui viennent, en France, en Espagne, aux Pays-Bas où nous avons déjà un spectacle, en Chine où nous préparons aussi un spectacle pour l'année qui vient, et puis dans d'autres pays du monde. Mais nous savons aussi qu'il est possible de raconter des belles histoires inspirées de la grande histoire sur les écrans, après l'avoir fait sur scène. Et donc, cette intuition, elle n'est pas de devenir producteur, qui est un mot un peu technique, elle est surtout de devenir
porteur de belles histoires avec des gens qui sont des gens du cinéma français. On a un cinéma français absolument extraordinaire. On est un des pays les plus prolixes en matière de cinéma. C'est une chance. On ne fait pas beaucoup de films d'aventure ou de films d'histoire. On fait les Américains qui savent faire. Oui, mais la France a cette vertu formidable de temps en temps sortir des pépites extraordinaires qui voyagent à l'étranger. Donc le cinéma français fait rayonner la France et sa culture. Nous avons l'exception culturelle française qui permet en France de faire du cinéma de très grande qualité si on en a l'ambition. Donc oui, notre ambition, c'est de créer des films qui soient des grands films d'aventure inspirés de l'histoire et qui permettent de voyager comme on voyage dans nos spectacles, mais dans d'autres histoires, soit inspirés de nos spectacles, comme c'est le cas de Vaincre ou mourir, qui est notre premier long métrage qui sortira au cinéma en 2023. Mais ça peut être aussi des films qui seront inspirés d'autres histoires qu'on n'a pas pu forcément raconter dans nos spectacles. Voilà le projet et voilà comment on va raconter des histoires sur les écrans après les avoir racontées sur scène. C'est quoi, 45 millions de visiteurs depuis le début ? C'est à peu près 45 millions de visiteurs depuis le début, absolument. On va accueillir cette année pour nos 45 ans le 45 millionième visiteur. C'est 2 300 000 visiteurs par an au Puy du Fou de France. Et nous avons commencé en Espagne il y a un peu moins d'un an à ouvrir nos premiers spectacles et notre parc. Donc nous verrons à la fin de cette année comment la saison espagnole s'est déroulée, mais elle démarre bien. Et nous voyons que le modèle du Puy du Fou, je le disais, est vraiment universel, c'est-à-dire qu'il transcende les cultures, les langues. Universel et unique, c'est-à-dire que ce que vous faites est relativement différent de tout ce qui peut exister en termes de parcs, d'attractions, de divertissement. Écoutez, moi j'ai eu la chance de voir beaucoup de parcs et de spectacles dans le monde, et il est vrai que notre modèle, nous ne l'avons pas retrouvé ailleurs, et c'est pour ça que nous sommes d'ailleurs de plus en plus demandés par beaucoup de porteurs de projets étrangers, parce que finalement c'est un modèle qui allie la nature, l'omniprésence de la nature, l'histoire et le grand spectacle, le spectaculaire et l'émotion, et ce modèle-là ne se retrouve nulle part ailleurs. C'est pour ça que nous avons décidé de le développer nous-mêmes et d'aller en Espagne en choisissant le lieu, en choisissant Tolède, où nous avons été remarquablement accueillis, et nous irons demain dans d'autres pays, puisque d'ici 2030, c'est l'objectif, nous aurons 2 autres parcs en plus de la France et l'Espagne dans le monde, dans des pays qui ne sont pas encore définis. Comment êtes-vous financé? Ça coûte cher, tous ces décors, tous ces personnages, tous les gens qui travaillent autour du Puy du Fou. Parce qu'il y a eu un développement assez exponentiel à un moment où vous êtes passé de ces spectacles du soir à ce grand parc qui est devenu le Puy du Fou. Donc comment est-ce que vous êtes financé? Il y a des actionnaires? Par nos visiteurs. C'est vraiment la vertu de notre modèle. Il est vrai que l'ensemble de nos bénéfices sont réinvestis. Il n'y a pas de dividendes pour des personnes physiques, privées ou autres. Et donc notre force, la force de ce modèle, c'est qu'on peut réinvestir 100% de nos bénéfices. C'est un choix que nous faisons. Et depuis 45 ans, de cette façon-là, nous nous sommes développés un peu lentement au départ, mais finalement, on a accéléré quand on a vu qu'on répondait, je le disais tout à l'heure, à un besoin de l'époque. Et donc c'est notre grande force, c'est notre indépendance éditoriale, créative. Et c'est ce qui fait que, grâce à nos visiteurs, on peut se développer avec à bonne vitesse, parce que le succès nous aide. Alors, Stéphane, qui est notre troisième journaliste dans l'émission, dit: ne craignez-vous pas de devenir trop grand et de déchoir comme Guy Laliberté? Guy Laliberté, c'est le Cirque du Soleil. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, on est à taille raisonnable? Alors, je pense que Stéphane a raison. Grandir sans grossir, c'est un peu notre maître mot. Il faut vraiment qu'on garde notre taille humaine. C'est pour ça qu'on se développe à l'étranger dans d'autres parcs qui gardent une échelle nationale comme Puy du Fou Espagna, et que demain on développera d'autres sites qui garderont toujours une échelle qui est celle d'une communauté de 40 à 50 millions d'habitants parlant la même langue, pour ne pas devenir un parc gigantesque qu'on mettrait 8 jours à traverser de part en part. Non, je crois que c'est vraiment important de conserver cette échelle humaine et aussi de conserver cette créativité, cette ébullition créative qui caractérise le Puy du Fou et qui fait que nous gardons notre âme d'enfant et qu'on évite de sombrer dans une sorte de financiarisation terrible qui, je crois, a tué les grandes institutions comme vous l'avez cité. Autre question sur les animaux, le traitement des animaux. On voit que c'est au cœur aujourd'hui du spectacle vivant. Vous avez des chevaux, des rapaces, il y avait des lions, il n'y a plus de lions. Alors, effectivement, on a eu dans le passé des fauves. Il y a cette question qui se pose à vous? Oui, c'est une question qui se pose, mais à laquelle on répond depuis bien des années, d'abord par la passion et l'amour qu'on porte aux animaux. Vous savez, beaucoup d'espèces sont menacées. Ça, c'est ce que disent aussi les gens qui maltraitent les animaux. Alors,
Non, vous savez, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Donc, c'est une chose qui est pour nous très transparente dans le sens où nos visiteurs ont accès par exemple, ce qu'on appelle des ateliers découvertes à nos écuries, à notre fauconnerie, bref, à tous les lieux qui, dans nos fermes également, abritent nos animaux, dont certaines espèces ne pourraient plus vivre sur cette planète si nous n'étions pas capables de les protéger comme nous le faisons au Puy du Fou. Et donc, il y a beaucoup d'espèces menacées qui vivent grâce à la main de l'homme, mais c'est une main aimante, c'est une main qui accompagne la nature et c'est une main qui offre à l'animal la liberté. Et c'est ça, la force du Puy du Fou, c'est que nos animaux évoluent toujours en pleine liberté. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Il faut retrouver ce dialogue entre l'homme et l'animal que l'homme des villes a un peu perdu. Ce dialogue millénaire qui fait que l'homme et l'animal se sont toujours entendus, se sont toujours entraidés. Et c'est ça aussi la force de nos spectacles, c'est qu'ils mettent en valeur ce lien. Combien ça coûte ? Le Puy du Fou, c'est aujourd'hui, si vous réservez 38 € pour une journée, et donc je conseille à nos auditeurs de réserver leur journée, comme ça, même s'ils peuvent venir au dernier moment, ils auront malgré tout une entrée, mais ça sera moins cher. Grosso modo, il faut 2 jours pour voir l'ensemble des spectacles. Oui, c'est mieux de prendre 2 jours. Ce que vous m'avez expliqué, c'est qu'il y a une gestion aussi des fils et de l'arrivée aux attractions, enfin aux spectacles, qui fait qu'il n'y a pas d'attente en fait. Absolument, c'est-à-dire que nous avons des très grandes tribunes qui permettent, je dirais techniquement, d'absorber beaucoup de gens, ce qui fait que vous avez bien beaucoup de places de tribunes partout qui répartissent finalement la foule de nos visiteurs de telle sorte que vous n'ayez jamais le sentiment de foule, même dans les journées à forte fréquentation. À découvrir ou à redécouvrir le Puy du Fou qui a réouvert le 9 avril dernier et qui va faire toute la saison d'été jusqu'en octobre. Jusqu'au début novembre, jusqu'au 6 novembre prochain. Merci à vous Nicolas de Villiers d'avoir été avec nous. Le Puy du Fou à découvrir en famille de 3 à 99 ans, c'est ça en gros. Exactement. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.